sur les aspects micro de la vie économique. Il ne s'agit pas du programme macro de l'économie, mais il s'agit des aspects micro. Étant entendu que le classement du Doing Business suscite souvent une incompréhension de la part du public, le porte-parole du gouvernement lève l'amalgame puisque le classement du Doing Business ne concerne pas le cadre macroéconomique. Mais je signale qu'en 4 ans, le Sénégal a gagné 30 places, ce qui n'est pas rien. Et nous voulons continuer cette tendance du gain de place en s'engageant de plus en plus dans les réformes. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que les réformes que fait l'État du Sénégal sont encore plus significatives, plus structurantes du point de vue du développement économique. Le doing business, c'est important, mais ça indique un peu quelques éléments pour dire qu'il est bon ou facile ou pas de faire des affaires dans ce pays. Et il y a des situations un peu paradoxales où on sait de notoriété publique que certains pays qui sont devant le Sénégal ne sont pas forcément des pays où les situations permettent de faire des affaires mieux qu'au Sénégal. Parce qu'en 4 ans, le Sénégal a gagné plus de 30 places. Donc nous avons un classement qui est assez bon au niveau du doing business, mais l'objectif est d'intégrer le top 100. Ainsi donc, le Sénégal a pris l'option sérieuse de faire partie du top 100 du prochain classement du Doing Business, ce qui justifie l'instauration de ces 25 mesures, dont 9 nouvelles, et qui sont une véritable innovation pour l'amélioration de l'environnement des affaires au Sénégal. 2 appareils de radiothérapie d'accélérateur de particules vont être disponibles entre juin et juillet, déclaration du ministre de la Santé, ce qui va permettre de prendre en charge les malades du cancer après la panne de l'unique appareil de radiothérapie. Il faut dire que des conventions sont également en vue entre le Mali et la Mauritanie. Après les 3 malades évacués au Maroc pour des séances de radiothérapie, 6 autres vont suivre dans les prochaines heures. C'est dire donc que l'État respecte son engagement à prendre en charge les malades à la suite de la panne du seul appareil de radiothérapie disponible au Sénégal. Le ministre de la Santé apprécie cependant l'élan de solidarité noté avec cet accident. Il y a eu des pétitions, il y a eu des choses qui se sont faites pour aider. Mais ce que je voudrais dire, c'est que bien sûr toute aide est bien bénéfique, mais que l'État a pris déjà ses responsabilités pour pouvoir envoyer les malades. Maintenant, il y a un accompagnement qui peut être possible et nous tendons les bras aux associations et à toutes les personnes qui s'intéressent au sujet. Tous les malades du cancer n'ont pas besoin de radiothérapie. Certains cas nécessitent une chirurgie ou une chimiothérapie. C'est pourquoi un comité scientifique a été mis en place pour étudier cela cas par cas. En plus, la tutelle assure que l'État a pris toutes les dispositions pour acquérir 2 autres appareils de radiothérapie d'accélérateur de particules. Un accélérateur de particules, on ne l'achète pas comme on achèterait une télévision ou un congélateur. C'est quelque chose qui se construit. Et il faut environ 4 mois pour cela. Et nous avons même commencé à négocier pour que ce soit fait encore plus vite. Ces appareils d'accélérateur de particules permettent de traiter le cancer sans toucher les cellules non affectées. Ils devraient coûter entre 1,2 milliard et 1,4 milliard l'unité. Un délai de construction de 4 à 5 mois est donc nécessaire avant la livraison prévue entre juin et juillet. En attendant, l'État s'engage à évacuer les malades au Maroc et des conventions devraient être signées dans les prochains jours avec le Mali et la Mauritanie pour faciliter la radiothérapie aux malades. Au-delà, l'État a mis en place toute une stratégie de lutte contre le cancer, allant du dépistage à la mise en place d'un institut d'oncologie et la réduction de 20 à 60% des coûts de la chimiothérapie. Nous en parlions dans un reportage à l'occasion d'une de nos éditions, les moustiques qui pullulent dans certains quartiers de Dakar. La lutte a démarré, le service national de l'hygiène est sur le pied de guerre. Dans les airs et les eaux, le combat a commencé à Dakar. Le service national d'hygiène espère détruire 80% de la population des moustiques dans la capitale. Oumar Diawa. L'hivernage est bien fini, mais les moustiques n'ont pas pour autant disparu. C'est que des facteurs biotiques particuliers sont favorables à ces insectes vecteurs de maladies.
Le service national de l'hygiène est monté au front en plusieurs endroits de la capitale. La commune de Grand-Yoff, la commune de Badoye Anne-Bérette avec une campagne privilégiée au niveau de la zone de captage mais également au niveau de la zone de Anne-Marie. Cette campagne est menée essentiellement avec les moyens de l'Office national de l'assainissement. 4 unités mobiles, voitures et carburants ont été mis à la disposition des agents du SNH par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Le ministre de la Santé va engager des moyens beaucoup plus importants pour atteindre le maximum de territoire de la région de Dakar. En attendant, on fait avec les moyens du bord et on s'attaque de façon aérienne aux moustiques dans les zones de Grand-Yoff, Front de Terre et Anne-Belair. Ensuite, il faudra gagner la bataille en milieu aquatique. On va aller dans les milieux de reproduction des moustiques, dans les sites que nous avons déjà cartographiés. On va agir là-bas par un traitement antilarvaire continu. Les populations de la zone de captage, dont les nuits sont rythmées par des cancers de moustiques, espèrent pouvoir retrouver le sommeil. Depuis quelque temps, nous sommes envahis par des nuées de moustiques. Toutes les populations se plaignent, dans les médias et un peu partout. Cette opération est bien sûr la bienvenue. Nous souhaitons qu'elle se répète, parce qu'elle doit être pérenne. La manipulation de produits chimiques exige des précautions particulières pour éviter des intoxications pouvant être graves. Fermer les fenêtres, éviter de s'exposer aux nuages d'insectes, protéger les denrées alimentaires, protéger les mangeoires, mais protéger les animaux domestiques et faciliter la mobilité et l'accès des véhicules d'intervention. Les consignes ont été transmises aux populations par le canal des municipalités. Le SNH espère éliminer plus de 80% de la densité des moustiques dans la capitale. Un combat qui nécessite des moyens et une stratégie la moins nocive pour l'environnement et les populations. Le projet intégré des mines de fer de la Falémé est bien rentable. C'est la conviction de Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines. En visite au niveau des installations minières sud-africaines, il a pu se rendre compte des similitudes qui existent entre les plateformes minières sud-africaines et celles sénégalaises. Le projet MIFERSO, selon le ministre des Mines, sera bientôt une réalité puisque le potentiel partenaire a montré ses capacités techniques en attendant la faisabilité bancale. Envoyé spécial en Afrique du Sud, Fanta Badji. Khoumani, c'est l'une des plus importantes mines de fer de l'Afrique du Sud. Elle est exploitée par la société Asmang qui produit environ 14 millions de tonnes de fer par an, moins que ce que le Sénégal envisage de réaliser, à savoir 15 millions de tonnes par an. Si on prend le coût de revient ici à Khoumani qui est de 44% pour un prix du minerai de 44-45% pour un prix du minerai de fer qui tourne à 85%, on voit qu'on a une marge brute de 40%, 40-45%. Donc c'est sur ça que nous nous basons pour dire que réellement le projet Falémé, on savait toujours qu'il est faisable, mais il est réalisable pendant ces, comment dirais-je, il est réalisable actuellement et présentement. Aly Ngouille Ndiaye a visité toutes les installations, de la carrière à la station de chargement. Sur place, la ressemblance avec les plateformes minières sénégalaises est frappante. C'est une mine qui, sur beaucoup de points de vue, ressemble à la mine de la Falémé. C'est une qualité de fer qui est à peu près la même qualité que celle que nous avons chez nous. Également, ce fer est transporté par un train qui fait partie pratiquement des plus longs trains de ce monde, un train qui fait presque 342 wagons sur 4 km à peu près et qui transporte le minerai sur 860 km, alors que nous à Kédougou nous aurons 750 km de la mine jusqu'à Dakar. Pour la délégation sénégalaise, il n'y a plus de temps à perdre puisque les opportunités d'investir dans le projet MIFERSO sont réelles. Nous avons vraiment, en discutant avec le management de cette société, mieux compris les coûts qui sont aujourd'hui engagés et nous pensons qu'à la sortie de cette visite donc de l'usine de Asmang, nous sommes plus confiants sur les vraies opportunités que représentent maintenant les mines de fer de la Falémé. Nous allons foncer sur, parce que n'oubliez pas qu'on a signé un memorandum of standing sur 2 ans, donc foncer plus et à l'issue de ces 2 ans, mettre sur la table le projet
le document de faisabilité bancable, donc l'étude de faisabilité bancable, à l'issue de laquelle on entre directement en développement, construction, réalisation de ce projet. Pour rappel, le projet intègre aussi la construction d'un port pour l'exportation du fer. La délégation du département des mines s'est rendue au port de Durban pour apprécier la capacité technique et financière du partenaire à réaliser le projet. Après ces visites de terrain, une rencontre tenue également avec Randgold qui dispose du projet de recherche or de Massawa à Kédougou, un projet en attente de la finalisation de son étude de faisabilité. Au Sénégal, 23% des élèves du primaire n'ont pas de livre de mathématiques. C'est ce que révèlent les résultats du module à l'écoute du Sénégal, un projet de la Banque mondiale. L'enquête réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a interrogé 1500 ménages sur les conditions de vie de ces élèves. La NSD a publié ce mardi l'étude en conférence de presse. Thierno Diallo. Productrice de données économiques au Sénégal, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie fait désormais dans la perception d'indicateurs sociaux. 50% des élèves au primaire, on leur a posé des questions pour savoir s'ils ont reçu des devoirs à faire la veille et 50% n'en avaient pas reçu. 23% des élèves n'ont pas de livre de mathématiques. 7% des écoles qui ne tiennent pas de conseil de classe. Les chiffres révèlent que 62,4% des élèves du primaire ont affirmé avoir un livre de mathématiques. En milieu urbain, on a 67% des enfants qui disposent de matériel didactique, en l'occurrence des livres. On a 59% qui ont un cahier d'exercice de mathématiques. Les autres milieux urbains, c'est 54% qui ont des livres et 64% qui ont des cahiers d'exercice mathématiques. Et dans le milieu rural, c'est approximativement la même chose. Pour le suivi de la scolarité des enfants, les parents sont plus impliqués en milieu rural. 83,5% assistent au conseil d'école. Il y a 71% des parents qui disent avoir participé à un conseil d'école au niveau de Dakar urbain. Et au niveau des autres milieux urbains, c'est 74%. Mais c'est dans le milieu rural qu'on voit effectivement que les parents sont plus amenés à savoir ce que leurs enfants font dans les écoles. La majeure partie des parents ont dû participer à un conseil d'école et ça tourne aux environs de 83%, qui est même supérieur à la proportion nationale. L'enquête à l'écoute du Sénégal a été réalisée par l'ANSD à travers des réseaux de téléphonie mobile. Une innovation majeure qui allie rapidité et fiabilité dans la collecte des données. L'enquête est faite sur la base de toutes les langues nationales du pays. Vous avez vu lors de la visite, on a eu un entretien en live en Diola et il y avait un autre qui se faisait en Wolof. Exécuté par l'ANSD, le projet à l'écoute du Sénégal a été initié et financé par la Banque mondiale. Il y a eu un financement d'à peu près 200 millions, 206 millions pour être plus précis sur 2 ans, pour aider à établir des mécanismes permettant justement à l'agence de pouvoir avoir des échantillons de 1500 ménages. Après ces résultats, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie va publier dans les semaines à venir le trimestre 3 de l'enquête emploi 2016. Nous poursuivons notre série sur les accidents de la circulation. Un décor sombre de véhicules accidentés sur nos routes alors que de nouvelles infrastructures routières sont construites. Les usagers de la route payent un lourd tribut dans des zones où les accidents sont très fréquents. De Diourbel à Kaolack, en passant par Fatick, Kaffrine, les carcasses de véhicules en disent long sur la violence des chocs. Abibou Maïa. Une patrouille de routine sur le péage pour plus de prudence. Les routes ont besoin de sécurité pour éviter les excès de vitesse et les zones à risque pour les conducteurs. À l'entrée de Mbour, la gendarmerie veille au grain. Premier obstacle à Tataguine Bambara. Il est 2 h du matin lorsque ce jeune conducteur de camion n'a pu éviter un bus en stationnement irrégulier. Pas de perte en vies humaines, sinon des dégâts matériels. Le bus m'a dépassé, puis a freiné brusquement.
devant moi. Quand je suis sorti, il y avait en face un camion malien. Mon seul salut se trouvait du côté du bus et je l'ai heurté. Sur le même axe, un autre véhicule accidenté meuble le décor. Sur une route en bon état où les bus et les gros porteurs se disputent l'asphalte. Après une petite pause à Sandiara pour les gros porteurs du pays voisin, l'on reprend la route. À Ndofane aussi, une collision entre une 4x4 et une Mercedes. La course s'est terminée dans le décor. Le choc a réveillé ces villageois à 2 h du matin. La route est plus dangereuse la nuit. À la poursuite d'un bus qui va au Mali, il a fallu à l'entrée de Kaffrine un contrôle de routine effectué par un binôme policier pour nous permettre d'embarquer à bord afin d'interroger le chauffeur sur la sécurité, la vitesse et les tracasseries. Bon, il y a un petit problème dans la route. Bon, il y a un petit poste de sécurité. Bon, nous fait beaucoup de dépenses là-bas. C'est ça le problème. Il n'y a pas de problème entre nous et les chauffeurs, d'autres chauffeurs. On sait que ces temps-ci, il y a beaucoup d'accidents sur la route. Est-ce que là, vous respectez les vitesses? Si, dans la brousse là, on fait 90, c'est mieux. 90. Et vous n'avez jamais eu de problème? Bon, dans cette route là, non. Pour le moment, on n'est pas... Mais la route, elle est dangereuse, hein? Si, bon, sur la route de Tamba et Kidira, ouais, ça là, c'est mauvais. Et Tamba et Kédougou, ouais, ça, c'est mauvais. Mais de Dakar à Tamba, c'est bon? Ouais, Dakar à Tamba, c'est bon. Merci et bon voyage. Merci bien. Le trajet semble long pour ce bus qui doit disputer la route avec les gros porteurs avant d'arriver à destination. Sur la route, il faut toujours rouler avec prudence et vigilance, sinon c'est l'urgence. Et quand les secours tardent à venir en toute urgence pour éteindre le feu, comme c'est le cas à Diourbel, sur la route de Gossas, aucune chance pour ce camion méconnaissable sur une route peu fréquentée. Abimoubaï sur les axes de la mort, la série consacrée aux accidents de la route se poursuit demain. À Tambacounda, un comité régional de développement s'est tenu sur le projet de réécriture de l'histoire du Sénégal. La rencontre permet de consulter toutes les forces vives de la région pour une contribution inclusive au projet. L'objectif est d'écrire une histoire plurielle prenant en compte toute la diversité du pays. Abdoulaye Sinkare. Comme celle de beaucoup de pays d'Afrique, l'histoire du Sénégal est fortement marquée par les récits coloniaux, mais aussi de penseurs étrangers qui n'ont pas toujours une visibilité nette de la réalité. Conçu par le professeur Ibader Kiam, le projet de réécriture veut corriger la donne en révélant une histoire inclusive et plurielle. On insiste beaucoup sur le terme réécrire l'histoire du Sénégal parce que l'histoire du Sénégal a été écrite, mais par qui? L'histoire du Sénégal, pour l'essentiel, a été écrite par des administrateurs coloniaux, par des universitaires européens ou américains. Et malheureusement, nous autres Sénégalais, pour la plupart, on avait suivi ce sillage. Il s'agit véritablement de remettre cette réécriture à l'endroit. Il s'agit d'une histoire plurielle. Il s'agit d'une histoire inclusive. Il s'agit d'une histoire qui prend en charge l'ensemble du peuple sénégalais. L'oralité a longtemps été le principal vecteur de connaissance dans nos sociétés. Aujourd'hui, il n'est surtout pas question de l'éluder, mais de l'enrichir avec bien d'autres sources. Nous prenons en charge les sources orales, nous les intégrons dans notre démarche, mais nous allons aussi y ajouter d'autres sources. On a une assez bonne maîtrise des sources écrites, mais nous allons mobiliser les acteurs culturels, nous allons mobiliser les sources archéologiques, nous allons mobiliser les sources iconographiques, mais tout ce qui est susceptible de nous donner la bonne information, l'information fiable, documentée, pour qu'on puisse véritablement asseoir notre écriture de l'histoire du Sénégal sur des bases solides. Le projet va coûter 3 milliards de francs, il doit s'achever en 2019. Il est prévu 22 volumes prenant en compte toutes les régions du pays, une compilation d'études et de documents et une base de données.
Le génie du professeur Cheikh Anta Diop est célébré ce 7 février à l'occasion de l'anniversaire de son décès. Son projet politique et ses travaux sont toujours d'actualité 31 ans après. Son héritage politique et scientifique est encore préservé par ses disciples. Le reportage de Rougia Touba. À l'université de Dakar, un enseignant marche encore et toujours sur les pas du professeur Cheikh Anta Diop. Voici un des héritiers scientifiques du savant, celui qui a disposé d'un privilège. J'ai été son seul assistant, le seul assistant qu'il ait eu dans sa vie. Et le seul dont il ait dirigé les travaux de thèse. Même si ces travaux ne sont pas arrivés à terme, parce que malheureusement la mort avait frappé avant ma soutenance. L'assistant devenu professeur enseigne la pensée du maître. Cheikh Anta a montré que chaque région, chaque groupe humain a une histoire obligatoirement. Mais nous, parce qu'on disait que notre histoire n'avait commencé qu'avec l'arrivée des colons. Cheikh Anta a démontré le contraire et il a tellement bien réussi dans ce domaine qu'il a montré que l'origine de l'homme se trouve en Afrique. Cheikh Anta Diop, qui a œuvré pour la restauration de la conscience historique africaine, tenait au développement du berceau de l'humanité. Sur le plan politique, dès 60, en prévision des indépendances, Cheikh Anta avait déjà écrit un livre intitulé « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire » pour montrer que la seule voie qui puisse régler les problèmes de l'Afrique, c'est le fédéralisme. C'est un État unitaire, fédéral. Pour l'Afrique, Cheikh Anta Diop, l'homme politique, avait emprunté la voie du panafricanisme. Son idéologie est toujours sauvegardée par ses héritiers politiques. L'héritage politique de Cheikh Anta, c'est un projet. Ce n'est pas seulement une organisation, une institution. C'est une ambition pour l'Afrique et pour l'humanité d'ailleurs. Mais l'Afrique étant le berceau de l'humanité, cela est sous-entendu. Et c'est un projet de libération territoriale et d'émancipation humaine. Le projet politique de Cheikh Anta Diop est resté un viatique pour le RND, le dernier parti politique qu'il a créé. Il répétait tout le temps, le RND ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Alors que l'ABC de ce qu'on nous apprenait en politique était que le rôle d'un parti, c'est de conquérir le pouvoir, au besoin par tous les moyens. Eh bien, cette approche différente a fait que Cheikh Anta, qui est l'un des plus grands penseurs politiques africains du XXe siècle, n'a jamais exercé le pouvoir d'État. Professeur Cheikh Anta Diop, un personnage, deux facettes scientifiques et politiques. Deux facettes, mais un seul enseignement. Ce soir, on s'intéresse à nouveau à l'homme de laboratoire, ce qui nous mène au labo Carbone 14 de l'IFAN, dont il est le fondateur dans les années 60. Que reste-t-il de ce patrimoine scientifique qui lui a permis, avec ses recherches sur le carbone 14, de soutenir que l'Afrique était le berceau de l'humanité? Koumbadira Temar. Quand on parle de Cheikh Anta Diop, impossible de passer sous silence l'homme de laboratoire qu'il était, au laboratoire Carbone 14 de l'IFAN qu'il a lui-même ouvert. Tout le matériel qu'il utilisait est conservé dans cette salle mini-musée. On nous demande souvent d'expliquer un peu la méthode de datation par le carbone. Donc ces bâches que vous voyez là sont des bâches qui permettent, qui expriment un peu la méthode de datation et quelque part aussi la vie du laboratoire, la vie du professeur Cheikh Anta Diop au laboratoire. Vous avez bien vu qu'on a essayé de protéger ce banc de synthèse qu'il utilisait. Il est vétuste actuellement, mais pour des raisons de musée, on l'a conservé en mettant ici cette vitrine-là pour protéger, parce qu'on a souvent des gens qui entrent ici dans ce laboratoire, des élèves, des étudiants et des enseignants. C'est avec ce banc de synthèse que Cheikh Anta travaillait de 1966 à sa mort en 1986. Certes, aujourd'hui, les méthodes de datation ont changé, mais le principe de Cheikh Anta demeure. On a maintenant un nouveau compteur à scintillation liquide qui nous a permis de travailler, et un nouveau banc de synthèse de l'autre côté, parce que maintenant on a changé de technique.
bien que les principes soient les mêmes, on a changé de technique, on travaille plutôt en phase liquide. Autrement dit, on fait de la scintillation liquide. 31 ans après la disparition du fondateur du labo Carbone 14, la datation bute sur des difficultés, même si la principale machine a été réparée en 2016. La seule chose qui a été faite, c'est que, cette fois-ci, je pense que c'est le ministère qui a donné un peu de sous pour dépanner le compteur qui est en bas. Ça, vraiment, je dois le reconnaître. Jusqu'à présent, on n'a même pas de balance. Pour le pesage, on est obligé de nous débrouiller, d'aller dans le grand bâtiment là-bas, prendre du benzène dangereux, prendre le risque là, et d'aller le peser là-bas. Le lithium, il est inflammable à la température normale comme ça, etc. On prend les risques comme ça pour le faire. On n'a pas de budget réellement pour faire fonctionner le laboratoire. Il faut se rappeler que tout le travail que Cheikh Anta Diop a eu à faire, il l'a fait dans ce laboratoire. Donc le point numéro 1, le point de départ, c'est que ce laboratoire doit fonctionner. Malgré tout, le laboratoire Carbone 14 reste une référence de par ses résultats dans le monde de la recherche, cela grâce au précieux héritage scientifique légué par Cheikh Anta Diop. Une délégation envoyée par le président de la République s'est rendue à Moulamp pour présenter les condoléances du chef de l'État à la famille du défunt roi de Moulamp. En geste réconfortant, selon les membres de la famille, ils ont témoigné leur reconnaissance à l'endroit du président Macky Sall qui a toujours apporté son soutien au royaume. Salut Sec. C'est une forte délégation conduite par le ministre Benoît Sambou qui s'est rendu à Moulamp pour présenter les condoléances du chef de l'État à la famille du roi. Reçu par la famille et les membres de la cour royale, le chef de la délégation a délivré le message du président de la République. Le président de la République nous envoie vous dire que le Sénégal est peiné et que le Sénégal a perdu un grand homme. Avec le chef de l'État, président Macky Sall, c'est tout le Sénégal aujourd'hui qui présente ses condoléances, ses vives condoléances donc à la famille éplorée, et vous dire que le président ne cessera d'être à vos côtés dans les moments de joie, mais aussi dans les moments difficiles, parce qu'il se veut proche des populations. Il est très attentif à ce qui se passe dans nos localités. Le roi Siboukoyan Sambou joue un rôle important à Moulamp, régulateur social. Il a toujours œuvré pour la paix dans cette partie sud du pays. Le préfet n'a cessé de nous rappeler les nombreuses démarches qu'il a eu à entreprendre pour le règlement de certains conflits. Des conflits qui ont failli embraser tout le département. Mais par sa sagesse, sa disponibilité, il a pu vraiment aider l'administration dans cette difficile tâche qu'il y a à toujours prendre en charge les préoccupations et à gérer les conflits qui peuvent naître entre les populations, mais aussi dans les relations entre les structures de l'État et les populations. La présence de cette délégation a été magnifiée par les membres de la famille du défunt, un geste réconfortant dans ces moments difficiles. Nous sommes honorés de votre présence et de l'action du chef de l'État. Le président de la République a manifesté ses douleurs en même temps que la famille royale. Vraiment, vous avez comblé la famille royale de tous les honneurs. Donc, la famille vous remercie énormément et surtout le chef de l'État. Nous ne le dirons jamais assez. Votre présence nous réconforte beaucoup et nous soulage. Le geste de Monsieur le Président de la République, vraiment, nous va droit au cœur. Nous ne savons même pas comment le remercier. Nous ne pouvons que prier pour qu'il dure, en tout cas à la tête de l'État du Sénégal, et que les bonnes œuvres qu'il est en train d'accomplir chaque jour, en tout cas, perdurent, continuent, et que Dieu lui donne encore une très très longue vie. Intronisé en 1975, Sa Majesté Siboukoyan Sambou présidait aux destinées du royaume de Moulamp qui s'étend sur 5 villages.
Dans la société sénégalaise, une fille qui se gratte souvent la tête, marche en traînant les pieds ou encore attrape son pagne en marchant est décrite comme une femme aïgaf, c'est-à-dire qu'elle porte poisse. Ces attitudes sont interpellées négativement et peuvent même empêcher à une fille de se marier ou à une femme d'être répudiée de son foyer. Cette tradition est-elle fondée ou pas? En tout cas, sa vocation fondamentale est d'éduquer les jeunes filles afin qu'elles adoptent de bons comportements au sein de la communauté. Nous sommes dans la rubrique Au cœur de nos cultures qui nous parle ce soir de ses croyances. Et c'est avec Fatou Diouf. Chez nous, la manière de marcher, de s'asseoir ou simplement de se tenir est analysée et interprétée par les anciens. Une fille qui porte ses deux mains sur la tête ou qui se gratte souvent est pressentie au veuvage. Et quand elle marche en tenant son pagne, elle est dite de mœurs légères. Donc, une telle fille porterait poisse. Les Wolofs disent dafa ay gaaf. Si une femme arrive dans un foyer et que le même jour le beau-père décède, on va lier le décès du beau-père à l'arrivée de la femme. On dit c'est donc une femme de malheur. Elle porte poisse à la famille, elle a la guigne. Ainsi de suite. Si par malheur, le jour de la naissance du premier enfant de cette femme-là, la belle-mère décède, vous voyez que cette situation renforcera un pressentiment d'ondes négatives dégagées par une personne. Donc aïgaf, c'est une personne qui dégage des ondes négatives dont la présence dans un environnement induit inéluctablement une catastrophe sociale ou bien humaine. Sur quoi se reposent ces jugements aux conséquences lourdes? Sont-ils fondés ou pas? De toute façon, lorsqu'un homme décide de prendre épouse, il est conseillé de bien observer les attitudes de la fille convoitée. Si, magna ko lan takki. Légui suñu joggé ñew di la labat si. Autrefois, si un homme voulait prendre une épouse, ce sont les parents qui s'en chargeaient. C'est le père, le grand frère ou l'oncle qui allait chez la jeune fille. Ñew dawal fasam taxaw ci buntu kër gi. Daay di wàcce yeew. Ñu faral ni bu ñu demee fekk jigéen di ko seeti dañ cay taamu mu génne ca waañ wa. Pour l'observer, tous ces faits et gestes sont interprétés. Par exemple, si elle sort de la cuisine, c'est bon signe. Si jigéen ñu jël loxo ba ni ràpp dara ci biir bi ñu ne sàkkal boo ko takkee di ngeen amul njaboot ndax jur la gaaf bu jëlee loxo bi teg ci ween wi. Et quand elle met souvent sa main sur son ventre ou sur ses seins, cela signifie qu'elle va enfanter. La main sur la tête, on dit qu'elle sera veuve, donc à ne pas épouser. Toute société a des normes, et ces normes-là ne sont pas tout le temps cartésiennes. Mais notre société est détectée des attitudes négatives. Une femme qui passe tout son temps à se gratter la tête et dont la main va retourner vers la farine de mil pour préparer, reconnaissez avec moi que sur le plan hygiénique, ça peut poser problème. Donc c'était des interdits menaçants, mais dont la vocation fondamentale était aussi hygiénique et l'amélioration de la société. Aïgaf, ce qualificatif a apporté beaucoup de préjudices à de nombreuses filles, ainsi que des familles entières. Certaines ont dû quitter leur village pour aller vivre ailleurs. Et pourtant, des fois, ces jugements ne reposent sur rien. Personne ne peut rien faire contre la volonté divine. Quand un homme se marie et au bout de 5 mois il meurt, on dit que sa femme porte la poisse. Et si cela se répète, il sera difficile pour elle de trouver un autre mari. Et pourtant, elle n'en est pour rien. Si elle a des difficultés, par exemple, pour avoir un enfant ou fait des fausses couches répétitives, on dit aussi qu'elle a la poisse. Si son mari est licencié, pareil. Tout cela démontre le manque de foi de certains. Même avec la modernité, cette tradition persiste dans nos mœurs. Elle est ancrée dans le substrat culturel des Sénégalais. Il y a des élèves qui souvent considèrent que tel ou tel autre élève n'a pas aïgaf. S'il distribue les copies
personne n'a la moyenne dans la classe. Il ne faut pas que les gens se leurrent. Ce n'est pas parce qu'on s'habille à l'occidental, qu'on a appris les langues, que ce que nous montrons apparemment traduit ce que nous pensons fondamentalement. Et ce qui est important, c'est que c'est de l'imaginaire. Et les imaginaires sont ancrés dans les substrats et le subconscient des gens. Le AIGAF est extrêmement présent et jusqu'à présent, dans les familles, il y a des femmes qui vivent de cela. Quand tu vois ta fille se gratter souvent la tête, il faut discuter avec elle pour qu'elle sache comment se comporter en société. Une femme doit bien se tenir, bien nouer son pagne. C'est ça une bonne éducation. Mam Njaay xujo komba ata tek xujo komba magge flo yakal te tibale mesar sa yaay da daan dënale loolu ci gaaf ku baax la bokk di togg ba mu doy yere ko sa njaboot ñu yàq lu bari ci gaaf ku baax la bokk. AIGAF ou porte-poisse, ce phénomène doit être analysé par les socio-anthropologues, les traditionnistes et les philosophes. Ceci pour contribuer à la compréhension de tous sur le fondement d'une telle tradition afin de ne pas stigmatiser une personne pour sa physionomie générale ou sa manière d'être. La rubrique au cœur de nos cultures, c'est tous les mardis. En Gambie, le président élu attend beaucoup de la communauté internationale pour faire face aux besoins urgents du pays. C'est ce qu'il a fait savoir lors d'une rencontre avec le corps diplomatique accrédité à Banjul. Voici le reportage d'Amadou Maïdo. C'est sans détour que le président Barrow a indiqué aux diplomates que l'assistance de la communauté internationale était indispensable à la Gambie en cette période de transition. Si la rencontre était certes protocolaire parce que prévue dans l'agenda présidentiel, elle a eu cependant le mérite de permettre aux nouvelles autorités gambiennes d'afficher leur volonté de s'ouvrir davantage vers l'extérieur, de privilégier toutes les formes de coopération possibles, tant au plan bilatéral que multilatéral. D'ailleurs, pour rappel, le président Barrow a déjà reçu ici même des représentants d'institutions financières internationales, comme par exemple la Banque mondiale. Parce qu'il faut, dans un premier temps, satisfaire certaines attentes de la population, dans le domaine social particulièrement, et surtout insuffler un coup de fouet à l'économie dont une des mamelles, le tourisme en l'occurrence, a subi en quelques jours de crise des pertes qu'il est difficile d'évaluer pour l'instant. En somme, pour le chef de l'État gambien, le premier défi à relever est tout à la fois simple et complexe. Éviter, sur tous les plans et dans tous les pans de la société gambienne, de faire moins que le président déchu, économiquement parlant, et de garantir les libertés d'expression de ses concitoyens. En tout cas, si l'on en croit l'ambassadeur du Qatar, doyen du corps diplomatique qui s'exprimait au nom de ses pairs, la Gambie peut compter sur ses partenaires pour l'accompagnement qu'il faut. Cette journée du 7 février a finalement été, pour le président Adama Barrow, une journée bien chargée, puisqu'une heure avant cette rencontre avec le corps diplomatique, il a reçu le sermon de son ministre de la Justice, Aboubakar Maritambedou, qui était absent du territoire national au moment de la formation du gouvernement. Avocat de formation, M. Tambedou est donc en terre inconnue. Il était avant sa nomination en poste à Arusha, où il travaillait pour le compte des Nations Unies. En s'adressant à lui après sa prestation de serment, le président gambien lui a réaffirmé son attachement à un pouvoir judiciaire indépendant, à une justice qui traite les citoyens au même pied d'égalité. L'actualité dans le monde nous conduit ce soir en Côte d'Ivoire, en Irak, en France et aux Pays-Bas. Nous démarrons par les pays du G5 Sahel qui veulent créer une force commune pour lutter contre le terrorisme, cher Traoré. Les rideaux sont tombés sur le sommet du G5 Sahel à Bamako, une réunion essentiellement axée sur la lutte contre le terrorisme dans la région. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie ont pris une décision importante. Ces pays vont mettre sur pied une force du G5 pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue. Une résolution de l'ONU dans ce sens est attendue. Cette force permettra aux pays sahéliens de régler eux-mêmes leurs problèmes en matière de sécurité, a annoncé le président Idriss Déby du Tchad.
La rencontre s'est déroulée en présence du président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Nouveau mouvement d'humeur dans les rangs de l'armée ivoirienne. Le mécontentement vient des forces spéciales. Une quarantaine d'éléments ont manifesté ce mardi matin en tirant en l'air pendant une vingtaine de minutes dans leur base d'Adiaké dans le sud-est du pays. Oubliés dans la distribution des primes, ces soldats ont exigé